BX1+. Le face-à-face. Pour l'instant, on va vous parler de politique, mais de politique française. On va jeter un petit coup d'œil sur ce qui se passe de l'autre côté de la frontière chez nos voisins, parce que c'est en train de s'agiter fortement en vue des élections présidentielles. On va en discuter avec deux politologues. On aura en ligne Pascal Deluitte, politologue à l'Université libre de Bruxelles, et Maxime Gabory à l'Université Saint-Louis. Et puis, on demandera également l'avis de Dorian Deméus, qui est rédacteur en chef de la Libre Belgique. On lui demandera notamment pourquoi est-ce que ça passionne autant les Belges, cette histoire de politique française. On va d'abord vous poser un petit peu le décor en vous expliquant que y a des primaires dans tous les sens, côté français. Il y a Éric Zemmour, on en parlera tout à l'heure, mais il y a aussi de l'agitation dans les partis traditionnels de droite et de gauche, Sabine Rigelheim. Et puis les candidats déjà se bousculent, hein. Il y a les déclarés, il y a les pressentis, on ne va pas les citer tous, mais effectivement on a déjà des personnalités bien en piste. On va commencer à gauche, alors au PS. Deux candidats sont à ce jour ouvertement déclarés. Anne Hidalgo, la maire de Paris, elle n'est pas encore investie officiellement par le parti, puisqu'il faudra en passer par un vote interne, donc une primaire, mais uniquement au niveau interne du parti, qui aura lieu le 14 octobre. Et puis un autre candidat est en lice, Stéphane Le Foll, le maire du Mans, mais pour beaucoup, y compris pour Stéphane Le Foll, l'affaire est déjà pliée. Alors hors du PS, mais toujours à gauche, il faudra compter en tout cas avec Jean-Luc Mélenchon, le patron de la France Insoumise, avec Arnaud Montebourg, l'ancien PS, mais aussi avec Fabien Roussel pour le Parti communiste français. Alors chez les Verts, chez Europe Écologie Les Verts, les deux candidats arrivés en tête du premier tour de la primaire, qui a déjà eu lieu et qui a été organisée dimanche dernier, sont le député européen Yannick Jadot et l'économiste Sandrine Rousseau. Alors qui portera les couleurs du parti à l'issue du deuxième tour? Eh bien on le saura fin septembre. À droite, 5 candidats sont déclarés, qui seront départagés effectivement par une primaire. Xavier Bertrand, qui veut être, lui, l'homme de la droite avec le soutien de son ancien parti, les Républicains, tout en refusant le principe de la primaire, contrairement à ses 4 concurrents et concurrentes officiellement engagés pour une primaire: Valérie Pécresse, ancienne ministre de Sarkozy, Éric Ciotti, Philippe Juvin, Michel Barnier, l'ancien négociateur du Brexit, et Denis Père, tous candidats les Républicains. Alors, Pascal Deluitte, on va peut-être commencer avec vous. C'est le 22 avril, si je ne me suis pas trompé, la date pour l'élection présidentielle en France. Ça veut dire que c'est dans 7 mois. Est-ce que c'est normal que ça s'agite autant maintenant? Et est-ce que c'est classique en France qu'on ne sache pas 7 mois à l'avance qui seront réellement les candidats qui vont compter? Oui, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que ça commence à s'agiter, hein. C'est traditionnellement au moment de la sortie de l'été et à la rentrée politique qu'on voit un petit peu les choses se cristalliser autour des candidatures. Après, il reste encore beaucoup d'eau qui doit couler sous les ponts, hein. Il faut voir ce que vont devenir toutes ces candidatures, parce qu'un certain nombre d'entre elles ne vont pas aboutir. Et puis, il y a une deuxième dimension qu'il ne faut pas oublier, je pense, dans le puzzle, c'est qu'on parle de l'élection présidentielle, mais aussi dans la foulée de l'élection législative. Et pour certains partis, l'élection législative est au moins aussi importante, sinon plus importante que l'élection présidentielle. Ouais. Est-ce que c'est la procédure classique d'organiser des primaires ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer cette année autour de cette notion de primaire? C'est-à-dire quand on a un candidat naturel, autrefois dans les partis politiques, on avait clairement un président, un premier secrétaire qui s'imposait naturellement comme candidat de son parti. C'est plus le cas aujourd'hui, les rapports de force ont changé. On a le sentiment d'un morcellement du paysage politique français. Oui, il y a un très grand morcellement. Après, la primaire s'est imposée dans le cadre d'une évolution, c'est-à-dire tendanciellement l'élection des présidents, des secrétaires généraux des partis par les adhérents, et on a voulu transposer ça au niveau de la candidature, et on a essayé un peu de mimer les États-Unis en faisant ce qu'on appelle des primaires ouvertes, c'est-à-dire ouvertes à des non-adhérents du parti. Après, l'expérience de 2017 n'a pas été très concluante, tant pour le Parti socialiste qui a été surpris par le résultat, que pour ce qui est devenu les Républicains, qui a été surpris par la dynamique aussi des résultats, et puis bien sûr par l'échec de François Fillon à l'élection présidentielle. Donc là, on a plutôt un pas de côté par rapport aux primaires, hein. Certes, les Verts, Europe Écologie Les Verts a organisé une primaire qui est une primaire semi-ouverte, appelons-la comme ça, et qui doit encore d'ailleurs décider lors du deuxième tour quelle sera le ou la candidate. Au Parti socialiste, on a abandonné la primaire et, vous l'avez souligné d'emblée, il y a l'énorme difficulté de savoir comment la droite républicaine, les républicains vont décider du candidat ou de la candidate, puisque
Xavier Bertrand, qui est un peu le favori des sondages, en tout cas, lui se refuse à rentrer dans le jeu de la primaire. Donc on est plutôt en tassement. Cela dit, les choses peuvent encore évoluer et on pourrait notamment imaginer une primaire de la gauche réformiste qui intégrerait le Parti socialiste et les Verts, mais ça paraît relativement peu probable. Ouais, Maxime Gabory, ce phénomène des primaires, il est vertueux ou il est compliqué pour les partis démocratiques? Est-ce que c'est bien de pouvoir dire, ben voilà, celui qui va représenter nos couleurs, c'est celui que soit les militants, soit les électeurs au sens large ont choisi, ou est-ce que ça ajoute pas un petit peu de cacophonie dans la préparation de ce round présidentiel? Tout dépend en quelque sorte du contexte dans lequel se trouvent les partis au moment où ils organisent les primaires. C'est-à-dire que, comme ça a été rappelé, effectivement, en 2016-2017, les primaires n'ont pas été très favorables pour les candidats qui sont sortis vainqueurs de ces primaires, même si on a remarqué d'ailleurs à chaque fois, que ce soit pour Benoît Hamon et pour François Fillon, une hausse dans les sondages à la suite des primaires. C'est-à-dire que les primaires peuvent créer aussi un engouement, et la difficulté pour les candidats, ça a été que, du fait des éléments de la campagne, cette dynamique-là n'a pas pu être maintenue sur le long terme. Cette année-là, notamment pour les écologistes, il y a un véritable enjeu d'arriver à démontrer le fait que c'est devenu un parti capable de gouverner et capable de capitaliser après ses bons résultats aux élections intermédiaires. Et le fait qu'ils aient réussi à faire participer à leur primaire plus de 100 000 personnes, alors que leur dernière primaire n'avait finalement fait participer que quelques dizaines de milliers de personnes, c'est aussi une démonstration de force. Reste à voir ensuite comment la dynamique enclenchée par ces primaires va pouvoir se maintenir sur le long terme tout au long de la campagne. C'est dangereux aussi une primaire parce que si on reprend le cas des Verts, Yannick Jadot espérait avoir 30%, il les a pas, il est pas très loin mais il les a pas, il est donc sérieusement challengé. Ça veut dire aussi qu'on prend le risque de s'affaiblir sur la place publique et de paraître moins fort qu'on le voulait et puis de devoir adopter des positions clivantes alors que pour gagner une élection présidentielle en France, il faut traditionnellement être très rassembleur, donc plutôt dans des positions plutôt centristes, on va dire ça comme ça. Yannick Jadot a mené l'ensemble de sa campagne sur une position de rassemblement qu'il arrive encore à tenir aujourd'hui pendant cette période. Mais qui ne plaît pas forcément aux militants écologistes. Et effectivement, le problème des écologistes aujourd'hui, c'est le décalage très fort entre la manière dont Yannick Jadot est perçu comme un des candidats naturels de l'écologie en France et la base militante, y compris qui s'est manifestée dans les marches pour le climat tout au long de ces dernières années, qui, elle, revendique un programme beaucoup plus en rupture avec le système économique et se tourne probablement un peu plus vers d'autres formes de candidature. Ça a été Éric Piolle et aujourd'hui Sandrine Rousseau. Alors, on va donner la parole à Dorian de Méhus, qui est rédacteur en chef du quotidien La Libre Belgique. Dorian de Méhus, est-ce que quand vous regardez les primaires françaises dont on parle dans votre journal régulièrement, vous vous dites quel formidable feuilleton, c'est dommage que je n'ai pas la même chose en Belgique pour vendre mon journal? Ah oui, ça c'est certain. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y a un vrai intérêt de la part des Belges, c'est qu'il y a des surprises, il y a des trahisons, historiquement on le sait, il y a des alliances de dernière minute, et ça bouge énormément, et donc c'est vraiment un élément passionnant, et on le sait, des mois à l'avance, on commence à en parler, parce que là, c'est dans 7 mois cette élection. Donc évidemment, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect culturel aussi qui fait que les Belges regardent énormément les JT en France, et s'intéressent à ce qui se passe en France. On sait souvent que des décisions qui sont prises en France ont un impact régulièrement sur les débats au moins politiques en Belgique. Et puis il y a quelque chose qui est aussi très défendable, c'est qu'on a des débats politiques en France qu'on n'a pas en Belgique. On a des qualités de débatteurs qui est tout à fait unique. En Belgique, il y en a peut-être un ou deux qui arrivent à la cheville de ceux qui sont là-bas. Et donc c'est sympa à voir, c'est prestigieux aussi parce que la présidence française, ce n'est pas rien évidemment en termes de pouvoir, et peut-être que quelque part il y a aussi cette envie des Belges de pouvoir aussi choisir directement qui va mener leur gouvernement, parce que c'est un vote direct. Est-ce que vous diriez que ce système de primaire dont on vient abondamment de parler, il est finalement plus transparent que la manière dont les partis belges concoctent leur liste pour les prochaines élections? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est aussi pour ça que ça intéresse vos lecteurs?
Oui, il y a certainement ça, même si on voit quand même ces dernières années que pour les présidences des partis, il y a des primaires ou des élections qui ont lieu, parfois dans la douleur, et on voit parfois aussi qu'au fil des années, il y a des rancœurs, des clans qui se créent dans les partis, comme on peut le voir maintenant un peu du côté des colos, des Verts plutôt en France. Et donc c'est quelque chose qui est assez particulier, parce que ça radicalise un peu les positions de tout le monde, et comme vous le disiez très bien, pour gagner, in fine, il va falloir rassembler. Or, on fait une primaire avant le premier tour et il y aura encore un deuxième tour. Donc ça fait 3 tours de scrutin, ce qui est beaucoup évidemment. Alors il y a un nom qu'on n'a pas encore prononcé depuis le début de ce débat et pourtant il est à la une de quasiment tous les journaux et il alimente de très très nombreux commentaires. Côté français, on va s'intéresser à un phénomène qui est à moitié de l'édition, à moitié de la politique, Sabine Rigelheim. Éric Zemmour, effectivement, qui fait peur aussi bien à droite qu'à l'extrême droite. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'extrême droite ? Eh bien, il y a une candidate qui est déclarée, elle, depuis longtemps, puisqu'elle avait annoncé sa volonté de se présenter au mois de janvier dernier. C'est Marine Le Pen, évidemment, patronne du Rassemblement national. On a également Florian Philippot, qui est un ancien proche de Marine Le Pen, et aujourd'hui à la tête de son propre mouvement, ou encore Nicolas Dupont-Aignan, avec Debout la France. Mais effectivement, vous l'avez dit, c'est un non déclaré qui suscite l'inquiétude. Éric Zemmour, polémiste nationaliste, habitué des plateaux télé, en particulier CNews, est connu pour ses propos extrêmes. Apôtre du grand remplacement et de la submersion migratoire, est condamné plusieurs fois pour injures et provocation à la haine raciale. Il est en pleine tournée de promotion de son dernier livre et ça ressemble à s'y méprendre à une entrée en campagne. Même s'il n'est pas officiellement candidat, il ne cache plus vraiment son ambition de le devenir. Maxime Gabory, on pourrait imaginer qu'une personnalité comme Éric Zemmour, qui n'a pas le soutien d'un parti politique, qui n'a pas de machine partisane derrière lui, puisse se présenter aux élections présidentielles et qu'il puisse jouer un rôle dans cette élection, ou c'est pour l'instant un phénomène purement médiatique, une bulle qui va finir par exploser ? Alors, c'est en quelque sorte une bulle médiatique, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui a été construit aussi par un intérêt vraiment massif de l'ensemble des médias français depuis maintenant plusieurs semaines. Pour autant, il n'est pas sûr que la bulle éclate, en tout cas éclate totalement, parce que Éric Zemmour, depuis maintenant 10 ans, s'est constitué comme un des intellectuels organiques de la droite, et pas seulement de l'extrême droite. Et il y a aujourd'hui beaucoup d'élus de droite, notamment, qui sont des lecteurs d'Éric Zemmour et qui peuvent être aussi, du coup, des soutiens à Éric Zemmour. Donc, pour les aspects, disons, matériel et logistique de la candidature, c'est-à-dire récolter 500 signatures d'élus, c'est quelque chose probablement de difficile pour un homme seul sans parti, mais pas impossible au vu de la manière dont les thèses d'Éric Zemmour se sont véritablement répandues dans tout le champ politique à droite. Et de fait, il pourra jouer alors un rôle lors de cette élection présidentielle, soit en affaiblissant le candidat de droite et la candidate de l'extrême droite, mais aussi en cadrant les débats sur ces sujets principaux qui sont la sécurité, l'immigration, la question de l'islam, et qui ne sont pas pour beaucoup les sujets de préoccupation d'une majorité de Français, en tout cas de l'ensemble des dynamiques sociales qui ont pu s'exprimer lors des 5 dernières années, que ce soit les Gilets jaunes avec des revendications démocratiques et sociales, ou les mouvements écologistes ou les mouvements pour le climat qui revendiquaient des transformations sociales. Donc il y a aussi un effet de cadrage du débat avec la candidature d'Éric Zemmour qui peut jouer un rôle dans cette présidentielle. Donc une influence sur les thèmes de débat. Pascal Deluy, vous le voyez aller au bout, Éric Zemmour, et s'il va au bout, il fait plus d'ombre à un candidat de la droite, Xavier Bertrand par exemple, ou à Marine Le Pen, candidat d'extrême droite. Quel est l'espace qui est réellement le sien ? Je dirais que c'est très difficile de savoir jusqu'où il peut aller, et entre autres, il faudrait savoir qui le finance, parce qu'une campagne électorale, c'est pas gratuit, et donc il faut trouver des financements, donc il faut savoir s'il y a un certain nombre d'opérateurs qui sont prêts à financer sa campagne et avec quel agenda. Donc effectivement, il a un rôle clé dans la définition des thèmes de campagne, on le voit dès maintenant. Après, s'il va vraiment jusqu'au bout, on peut imaginer que la candidature qui serait la plus affectée est celle de Marine Le Pen. Bien sûr, ça peut affecter les candidatures du candidat ou de la candidate des Républicains, mais je dirais que si c'est Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand, qui sont quand même les deux les plus probables, il est vraisemblable que ça affectera moins leur dynamique et leur campagne
que celle de Marine Le Pen, mais ça aura quand même comme effet de cadrer la campagne et de cadrer la campagne sur des thèmes dont tout le monde souhaite à un moment ou à un autre parler, mais d'une autre manière qu'Éric Zemmour, sauf Marine Le Pen. Donc Marine Le Pen, elle sera affectée électoralement, mais en même temps, ça mènera quand même une dynamique de campagne sur des thèmes qui sont les siens en même temps. Mais c'est quand même un problème pour elle. Et dans une certaine mesure, ça ouvre un champ des possibles plus clair aujourd'hui qu'il ne l'était hier sur quels sont les deux candidats qui seront qualifiés au deuxième tour. Parce que si on arrive à des intentions de vote aujourd'hui de 17-18% pour Xavier Bertrand et de 22-23% pour Marine Le Pen, ça veut dire que c'est tout à fait ouvert dans une dynamique de campagne. J'essaye de traduire ce que vous dites, Pascal Tellwitch. Si Zemmour va jusqu'au bout et qu'il est candidat, il y a de fortes chances qu'il empêche Marine Le Pen d'accéder au second tour, c'est ça que je dois comprendre ? En tout cas, il handicapera sa démarche pour accéder au deuxième tour. Je ne dis pas qu'il l'empêchera, mais il handicapera sa démarche pour être au deuxième tour. Et à tout le moins, il y a de fortes chances pour qu'il l'affaiblisse et donc creuse l'écart vraisemblablement avec Emmanuel Macron qui serait le candidat qui passerait également au premier tour. Ouais. Dorian Deméus, on a déjà eu un homme qui venait un petit peu de nulle part et qui finalement s'est imposé, c'est Emmanuel Macron. La différence, en tout cas pour l'instant, c'est qu'Emmanuel Macron, il a fini par créer un parti politique. Ça s'est appelé En Marche, ça a servi sa campagne électorale, mais c'est aujourd'hui un parti qui est le parti dominant de la politique française. Est-ce que Éric Zemmour, s'il veut aller au bout, il doit passer par son ralliement à un parti ou par la création de sa propre formation politique? C'est le sentiment que vous pouvez avoir? Non, pas forcément, parce qu'on peut avoir une espèce de bulle qui peut aller assez loin. Par contre, moi je pense que dans la fin de la campagne, les choses pourraient vraiment se bousculer, parce que pour le moment, évidemment, c'est lui qui a l'agenda, il parle de son livre, il est sur les plateaux pour parler de ses idées, qui sont parfois même tout à fait ridicules, mais quand on va parler de choses comme la formation, l'emploi, l'économie, les finances, l'Europe, l'écologie, la biodiversité, tous des sujets qui intéressent énormément les Français aussi, je pense que là, il va perdre des plumes, et on l'a vu lors du débat du second tour qui opposait Macron à Marine Le Pen, c'est que quand on était dans des sujets bien précis, des dossiers vraiment complexes, elle était complètement perdue. Et il a gagné notamment ce débat grâce à ça. Et je pense qu'une campagne, c'est long et on ne va pas parler que d'identitaire et de sécurité pendant 7 mois. Ouais, Maxime Gabory, vous pouvez partager cette analyse. Éric Zemmour, parce qu'il est un peu monothématique, il risque de ne pas tenir la distance ? Oui, effectivement, une campagne présidentielle, ça ne se joue jamais que sur un seul sujet de débat. Et même le sujet de la sécurité et de l'immigration était relativement peu présent dans la présidentielle de 2017, ce qui a permis aussi à d'autres candidats d'émerger et d'incarner des alternatives. Aujourd'hui, il y a fort à parier qu'il y a également des dynamiques sociales qui renaîtront tout au long des mois prochains. Qu'elles soient écologistes ou sociales, et qui contribueront à recadrer le débat ou à faire réémerger des problématiques qui aujourd'hui ne sont pas du tout présentes dans les débats. Et là, effectivement, ça handicapera Éric Zemmour, ou en tout cas, ça réouvrira la porte à des débats dans lesquels il ne sera plus le centre de l'attention. Alors, je voudrais avoir votre analyse sur ce qui se passe à gauche aussi, parce que traditionnellement, en France, on avait un candidat de droite et un candidat de gauche qui s'affrontaient au second tour. En tout cas, depuis les années 60 ou 70, c'est devenu un petit peu le classique du second tour de l'élection présidentielle. Il y a eu des exceptions, avec notamment un duel Chirac-Le Pen, etc. Et la présence de Marine Le Pen la dernière fois également. Pascal Tellwitch, on verra qui arrive en tête de la primaire des Verts, mais donc on aura un candidat pour Europe Écologie Les Verts, on aura un candidat, en l'occurrence plutôt une candidate, Anne Hidalgo, probablement, qui se revendiquera du Parti Socialiste, on aura Mélenchon pour la France Insoumise. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait un moment un candidat unique pour la gauche, ou est-ce que ça c'est fini, ça appartient au passé? Et s'il n'y a pas ce candidat unique, est-ce que ça veut dire que la gauche française d'office ne sera pas au second tour? Alors, je dirais, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un seul candidat? Bien sûr qu'on peut l'imaginer, mais ça me paraît totalement improbable, vraiment très très difficile à imaginer. Est-ce qu'il y en aura autant qu'on l'annonce aujourd'hui? Est-ce que nécessairement il y aura Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo et la candidate d'Europe Écologie Les Verts, voire d'autres? Ça, c'est une question plus ouverte. Mais me semble-t-il que dans les partis de gauche qui sont très très affaiblis en France,
on regarde le troisième tour, c'est-à-dire on regarde plus les élections législatives et l'ambition de sauver les meubles aux élections législatives que l'élection présidentielle où les choses paraissent vraiment bloquées pour l'instant. Après, encore une fois, c'est pas une coquetterie de politologue, mais il faut jamais oublier qu'il y a des dynamiques de campagne et que parfois on est surpris par ces dynamiques de campagne. Hein, regardez l'Allemagne, le SPD est rentré en campagne avec 16% d'intention de vote. Il est aujourd'hui à 25% des intentions de vote et on lui promet la chancellerie. Donc, il faut être prudent dans l'observation. Mais c'est clair que, à la fois socialement et politiquement, la gauche est assez affaiblie. Quand bien même ces thèmes de campagne sont des préoccupations centrales pour les électeurs et pour les électrices, en tout cas une certaine partie d'entre eux, mais elle paraît en très grande difficulté à pouvoir jouer dans le jeu véritablement de l'élection présidentielle. Ouais, Dorian de Méus, c'est quoi les qualités qui font qu'un candidat est un potentiel bon président de la République? C'est quoi qu'il faut pouvoir dégager pour séduire les Français? Moi, je pense qu'il faut faire rêver, il faut un programme qui donne envie, il faut un programme. C'est pour ça que parfois, un bon candidat de gauche peut facilement, peut monter. C'est ce qui a manqué à Jospin, je pense. Et si je parle de Jospin, c'est parce qu'en 2002, quand il n'a même pas accédé au second tour, il se retrouvait face à 6 ou 7 candidats également. C'est ce qui se présente maintenant. C'est une question de programme ou c'est une question de personnalité? Je pense qu'il faut les deux. Il faut vraiment avoir une personnalité qui donne envie. C'était un peu le cas de la nouveauté de Macron. Et puis, il faut quelque chose de solide. Et c'est pour ça que c'est toujours mieux d'être entouré d'un parti. Il y a moyen de le faire sans parti, évidemment, mais c'est toujours plus compliqué, ne fût-ce que pour des questions de réseau et de financement. Ouais. Maxime Gabory, vous pouvez imaginer que Emmanuel Macron ne soit pas au second tour. On a le sentiment que l'image est complètement inversée. C'était la nouveauté lors de la première élection. Pour sa réélection, c'est un petit peu l'homme de l'établissement. C'est une mue qu'il n'a pas réussi. Effectivement, la nouveauté qu'il incarnait en 2017 est plus difficile à incarner en 2022. On peut effectivement envisager qu'il ne soit pas au second tour. Je partage les avis qui ont été exprimés sur le fait que des dynamiques de campagne qui chamboulent le jeu politique, ça arrive. L'élection de 2017 l'a très bien montré. Et puis, la gauche, même si aujourd'hui elle paraît divisée, à mon avis, elle est divisée pour différents sujets. Le cadrage médiatique sur les enjeux sécuritaires et d'immigration ne facilite pas la tâche à des rapprochements aussi, parce que c'est le sujet sur la gauche peut le plus se cliver entre un camp supposément républicain universaliste et un camp attentif aux revendications des différentes minorités. La focalisation médiatique sur ces enjeux-là ne facilite pas aujourd'hui des rapprochements, mais le camp de la gauche est aussi un camp où la force va à la force, notamment en fin de campagne, et où bien souvent le candidat qui se retrouve dans une bonne position avec une possibilité de l'emporter monte dans les sondages dans les dernières semaines du vote. Donc jusqu'à aujourd'hui, la gauche paraît effectivement divisée, mais il n'est pas sûr qu'elle le soit encore aussi et autant, avec aussi écartelé quelques semaines avant le vote. Ouais, dernière question pour Pascal Deluitte. On est à 7 mois, on l'a dit. Est-ce que ceux qui vont jouer un rôle, qui vont être importants dans cette campagne, voire se retrouver au second tour, ce sont forcément des gens dont on a déjà parlé dans ce débat, par exemple? Ou est-ce qu'il y a encore une personnalité à laquelle on n'avait pas pensé et qui peut encore survenir? Ou est-ce que maintenant c'est trop tard? Je pense que c'est trop tard. Vous savez, une campagne présidentielle, c'est extrêmement difficile, extrêmement énergivore en temps qu'on doit consacrer à apprendre ces dossiers, à aller à la rencontre des gens. Et puis, il ne faut pas l'oublier, c'est une dimension qu'on passe souvent sous silence, mais ça coûte énormément d'argent. Ça veut dire qu'il faut mobiliser des fonds pour sa campagne, pour mener une campagne correcte et avoir des chances, je dirais, à tout le moins d'être présent, d'imposer ces thèmes à l'agenda et d'essayer éventuellement de monter, voire de se qualifier au deuxième tour. Donc, me semble-t-il que... Quelqu'un qui ne serait pas déclaré maintenant, il a peu de chances d'y arriver. Je pense qu'il a peu de chances d'y arriver, effectivement. Ouais. Merci beaucoup, Pascal Deluitte, donc politologue à l'Université libre de Bruxelles, Maxime Gabory pour l'Université Saint-Louis et Dorian de Méus pour le quotidien La Libre Belgique. Merci à tous les trois. On reparlera de cette élection présidentielle, évidemment. Peut-être qu'on se permettra de vous réinviter les uns et les autres. Il est 13h, on tourne une petite page de pub et c'est la vie du web.